C'est le député UMP des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, qui est chargé par le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, de préparer la révision de cette loi. Le député Jean Leonetti n'est pas franc-maçon, mais une semaine après sa nomination, il se rend en personne au siège de la Grande Loge de France, l'une des 5 principales obédiences maçonniques. Jean Leonetti a rendez-vous avec Alain Grézel, le grand maître, et le docteur Gilbert Schultzinger, un frère de l'obédience. Les 3 hommes évoquent le futur texte sur la bioéthique. Les francs-maçons prônent une évolution de la loi pour accompagner les progrès scientifiques. Le docteur Schultzinger propose aux députés un texte que la Grande Loge de France souhaiterait voir apparaître dans la future loi, élaborée par Jean Leonetti. J'avais défini, à mon sens, ce que était une loi de bioéthique et je l'ai noté. Il faut faire des lois suffisamment restrictives pour éviter les abus et les trafics, suffisamment larges pour respecter la liberté de l'individu, celle du chercheur et celle du médecin. À la Grande Loge de France, on a l'habitude de ce genre de rencontres feutrées pour faire passer les grandes idées de l'obédience. Il y a une osmose incontestable entre la maçonnerie et les autorités de l'État. Mais nous n'avons pas à l'afficher en permanence, nous le faisons aujourd'hui car nous en parlons librement. La maçonnerie et la République ont été toujours associées dans leur progression mutuelle vers plus et mieux pour les citoyens et les maçons. Et nous considérons qu'il est essentiel, en effet, que nous ne soyons plus considérés comme cette force occulte que nous n'avons en réalité jamais été. Quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, nous retrouvons le député Jean Leonetti aux côtés du socialiste Alain Claes, lui aussi chargé de préparer la révision de la loi bioéthique. Les 2 députés auditionnent un rabbin et un représentant de l'Église catholique. Contrairement aux francs-maçons, les catholiques souhaitent un statu quo de la loi. Après la réunion, Jean Leonetti évoque pour son collègue les échanges qu'il a eus avec les francs-maçons. On ne peut pas faire des auditions sur une conception qui est basée sur les droits de l'homme sans puiser dans les grands courants de pensée qui traversent le pays. Et dans ces courants de pensée, il y a bien sûr les religions monothéistes, on a écouté l'islam, le judaïsme, les chrétiens, mais il y a aussi la pensée maçonnique. Alain Claes prend connaissance des souhaits des francs-maçons transmis au député Leonetti. Suffisamment restrictive pour éviter les abus et les trafics. Moi, quand je relis les principes de la Grande Loge de France et que je regarde de près, je crois qu'on peut se retrouver sur un certain nombre de points. Quand je relis ces principes, très sincèrement, ça correspond à la conception que j'ai aujourd'hui d'une loi bioéthique, c'est-à-dire une loi des droits de l'homme. En 2010, la loi bioéthique rejoindra peut-être la liste des textes influencés par les francs-maçons. Dans le passé, les Fils de Lumière ont déjà été à l'origine de lois comme l'abolition de la peine de mort ou la loi Veil sur l'avortement. Si les francs-maçons parviennent aujourd'hui à faire passer leurs idées à travers les lois, c'est grâce à un homme clé, Henri Caillavet, 92 ans, ancien ministre, ancien sénateur radical de gauche et membre éminent du Grand Orient de France. En 1948, Paul Ramadier, le président du Conseil, lui aussi franc-maçon, le convoque. Il me demande de faire en sorte que nous puissions regrouper l'ensemble des parlementaires francs-maçons. Je m'exécute, d'autant que je lui porte une grande estime, et le but que Paul Ramadier poursuit, et qui est le mien, c'est de rassembler l'ensemble des francs-maçons, quel que soit leur parti politique, et faire en sorte que les règles qui sont les nôtres puissent être restaurées, revalorisées et affirmées. Ce groupe de députés francs-maçons de toutes les couleurs politiques s'appelle une fraternelle. Elle regroupe plus de 100 députés et sénateurs. La fraternelle parlementaire est en quelque sorte le levier qui va permettre la discussion d'un certain nombre de lois.
Ce soir-là, Henri Caillavet quitte Paris pour se rendre dans les Yvelines. Il est invité par une loge du Grand Orient de France. Nous sommes conviés avec lui à une tenue blanche ouverte, c'est-à-dire une réunion maçonnique à laquelle peuvent assister des profanes. Dans la salle, une centaine de participants, essentiellement francs-maçons. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi. Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen, et également au Sénat. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports, et la discussion. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le débat, à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents, qui sont quelquefois harassants, que l'on parvient parfois à faire progresser la société. À l'issue de la conférence, un frère de la loge est accompagné selon les rites maçonniques auprès d'Henri Caillavet. Il doit se voir remettre une récompense liée à sa progression dans la hiérarchie maçonnique. Alors mon cher Lucien, je te remets ce diplôme de maître. Il consacre ton talent, tes efforts. Tu progresseras, comme te l'a dit le grand maître, dans les hiérarchies, le gradué. Efforce-toi d'être toujours fidèle à tes engagements. Un jour, on t'a dit, tu ne mettras jamais plus genou à terre. Tu n'as plus mis jamais le genou à terre. Je te fais confiance pour défendre notre idéal. Je t'embrasse. Le petit discours est suivi de 3 bises, une tradition chez les francs-maçons. Avant de quitter la salle, chaque participant apporte son obol. La somme sera versée dans la cagnotte de la loge. En franc-maçonnerie, la cotisation varie entre 250 et 400 € par an et par adhérent en fonction des obédiences. Ensuite, les participants se retrouvent dans une arrière-salle du temple pour les agapes. Comprenez par là un grand buffet. Je vois très bien ça en ouverture sur Canal+. Qu'est-ce qu'ils font les francs-maçons? Ils boivent. Henri Caillavet en profite pour signer un ouvrage qu'il vient de publier. Son premier fan est un frère, on dit un frangin dans le jargon. Frangin? Oui, de la loge Utopie. Ici? De la loge Utopie. Tu es frangin? Pardon? Non. Non, tu as le tort. Sans oublier la signature accompagnée de 3 points, le signe de reconnaissance des francs-maçons. Les francs-maçons n'ont pas toujours été aussi influents. Au XVIIIe siècle, la monarchie et l'Église les pourchassaient. Le culte du secret était alors une véritable condition de survie. Les francs-maçons ont inspiré la Révolution française en 1789. Ils ont aussi joué un rôle important dans la Révolution américaine. Le premier président américain, George Washington, était un initié, tout comme Franklin Roosevelt ou Harry Truman. Près d'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. En France, la Troisième République a marqué leur apogée. Des hommes politiques illustres comme Jules Ferry, Léon Gambetta, Félix Faure étaient francs-maçons. Tout a changé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, les francs-maçons étaient pourchassés et persécutés comme les Juifs.